Alors bonjour à tous, les gens se connectent au fur et à mesure. Je vais demander donc à Maëlle du coup d'activer sa caméra, comme ça les deux intervenants gardent les caméras allumées. Je demanderai donc à tout le monde de bien couper caméra et son pour éviter toute interférence avec la présentation. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir sur cette deuxième partie de webinaire puisqu'on a eu une première partie hier sur donc toujours la thématique de l'oncogériatrie. Donc une première partie qui était vraiment axée sur la partie purement médicale avec un regard croisé entre un médecin hospitalier et puis enfin un oncogériatre hospitalier et puis un médecin coordonnateur en EHPAD. Donc, si vous n'avez pas pu y assister et si ce sujet vous intéresse, sachez qu'il sera bientôt accessible en replay sur le site du Gérontopôle, donc le site internet. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Actualité et dans cet onglet, vous retrouverez donc la chaîne YouTube du Gérontopôle et vous retrouverez ainsi tous les replays de tous nos webinaires que nous avons réalisés depuis le début. Juste un petit mot quand même sur le Gérontopôle avant de laisser la main à Claudine et à Claudie et à Maëlle. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le Gérontopôle, on est donc il y a plusieurs Gérontopoles en France, hein, il y en a 9, bientôt d'autres qui viennent se greffer. On est régional, donc on est en tout cas le Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes est basé à Saint-Étienne, mais on a bien évidemment une envergure régionale sur toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. On est un centre de ressources et d'expertise, donc on travaille avec notamment les CHU, donc des 4 métropoles, les universités, mais également les centres de recherche et tous les acteurs du territoire, comme les collectivités, les acteurs privés, publics, académiques, pour travailler sur les enjeux du vieillissement sur le territoire, donc dans l'objectif d'améliorer la prise en charge de ce vieillissement. Sur différents pôles d'activité, que ce soit la mobilité, le logement, la formation, l'attractivité des métiers, les questions éthiques, la prévention santé, mais également les parcours de soins. Voilà, donc une thématique assez plurielle. Euh, L'idée là aujourd'hui, c'était d'aborder donc le thème de l'oncogériatrie. Donc je remercie Maëlle et Claudie qui se présenteront mutuellement de cette participation. Bon, deux raisons à ça. La première, c'est qu'on pense que l'oncogériatrie reste encore une thématique peu connue par les professionnels de santé. C'est pour ça qu'on a souhaité vraiment dédier ces deux webinaires aux professionnels de santé. Et puis la deuxième, parce qu'on est quand même alors à la fin, mais on est quand même encore dans la semaine de lutte contre la dénutrition. Et quand on parle d'oncologie, quand on parle de gériatrie, on vous rendez bien compte que finalement la dénutrition, c'est aussi un enjeu majeur. Voilà, donc on remercie en tout cas Claudie et Maëlle de leur participation. Je vais vous laisser peut-être avant de démarrer, Claudie et Maëlle, vous présenter réciproquement, et puis ensuite on laissera la main à Claudie qui débutera ce webinaire. Donc juste activez vos micros, et puis voilà, je vous laisse vous présenter en 2 minutes pour que tout le monde sache qui vous êtes. Donc, bonjour à tous. Moi, Claudie Mété, je suis diététicienne et chargée de prévention au Comité Loire de la Ligue contre le cancer. Et Maël Garros, je suis coordinateur sport santé, APA, et sur le comité olympique de la Loire. Voilà, donc merci Maëlle, merci Claudie. Donc ce webinaire va avoir un temps en deux parties. La première, donc on va laisser la main à Claudie qui va nous parler des sujets autour donc de l'alimentation et de la nutrition. Et puis ensuite, on laissera la main à Maëlle qui nous parlera plutôt de la partie activité physique, puisque vous savez que ces deux sujets sont intimement liés. On garde le temps de questions-réponses à la fin. Donc ce que je vous propose, c'est de bien utiliser le chat. Si vous l'avez bien identifié, la petite bulle qui vous permet de poser toutes vos questions pendant toute la durée de ce webinaire. Je me permettrai du coup de consolider vos questions pour les poser à Claudie et à Maëlle à la fin de cette intervention. Donc, je vous demanderai bien évidemment de garder vos caméras et micros bien coupés pour qu'on puisse s'entendre et entendre les intervenants. Voilà, je vous remercie et je laisse la main du coup à Claudie pour cette première partie. Merci, Aline. Alors, je vais repartager mon écran. J'espère que ça marche toujours par rapport aux C'est essais de bon, tout à l'heure. c'est ton bon. Merci à toi, Claudie. Donc, c'est parti. Donc, peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet de l'alimentation, je voulais représenter peut-être la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, on est une fédération. Il y a un comité par département, donc 12 comités sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a 4 grandes missions dans la lutte contre le cancer. On a le financement et le soutien à la recherche, bien sûr, mais aussi l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches. On fait des actions de prévention et la promotion des dépistages organisés. Et la Ligue est aussi souvent
mobilise aussi la société pour porter des plaidoyers, que ce soit au niveau national ou local. Alors peut-être plus par rapport à l'accompagnement des personnes malades et des proches, il faut savoir que au sein des comités, il y a des espaces patients. Alors moi, je vais plus vous présenter le comité de la Loire pour lequel je travaille, mais n'hésitez pas à vous rapprocher après du comité de votre département pour savoir ce qui peut être proposé aux patients. Et aujourd'hui, on accueille tous les patients qui peuvent se déplacer dans nos locaux. Donc, pour leur proposer des soins de support, que ce soit du soutien psychologique, des soins esthétiques. On a, nous, des ateliers alimentation. On a même un programme aujourd'hui d'éducation thérapeutique du patient qu'on propose au sein du comité. On a un programme pour les aidants également, ou des ateliers. Alors, sur le retour à l'emploi, ça concerne peut-être moins l'oncogériatrie, mais voilà, il faut savoir que ça peut exister. On propose un accompagnement social à travers une commission. Donc, les dossiers sont montés par les travailleurs sociaux et il faut savoir que la Ligue peut aussi financer des heures d'aide à domicile, faire de l'aide humaine. Donc, ça peut être aussi important par rapport aux patients qui rentrent à domicile et qui sont parfois en difficulté parce qu'ils sont seuls par rapport à des heures d'aide ménagère, par exemple, ou une aide aussi au niveau de la préparation des repas. Donc, la Ligue peut aider aussi dans ces situations-là. Et aujourd'hui, la Ligue coordonne aussi le parcours post-traitement. Alors pour vraiment revenir plus sur l'alimentation, aujourd'hui, les différents traitements en cancérologie, vous les connaissez sûrement, il y a la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Et ces différents traitements peuvent avoir des conséquences sur la prise alimentaire, mais il faut quand même savoir que c'est très différent d'un individu à l'autre. Donc, c'est vrai que c'est variable et c'est là où il va y avoir quand même une part d'adaptabilité qui est très importante. Alors, par rapport à la chimiothérapie, les complications qu'on retrouve le plus souvent en lien avec l'alimentation, c'est les gens peuvent être nauséeux, peuvent avoir des vomissements, avoir une perturbation du goût, la perte d'appétit, diarrhée et constipation. Alors, je vais rentrer dans le détail après parce qu'il y en a qui se recoupent. C'était plus pour faire un état des lieux. Par rapport à la radiothérapie, on retrouve des complications souvent quand les rayons sont au niveau de la sphère ORL ou de la sphère abdominale. Mais vous voyez, ce n'est pas forcément les mêmes complications qui vont arriver, mais elles vont avoir toutes un impact sur l'alimentation des personnes. L'hormonothérapie peut aussi avoir un impact qui est souvent la prise de poids. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va essayer de limiter cette prise de poids pour limiter le risque de récidive, puisque c'est prouvé quand même surpoids et obésité augmentent le risque de cancer. D'où l'importance de prendre en charge et d'accompagner aussi les personnes s'il y a prise de poids. Alors, on voit que c'est variable. L'hormonothérapie dure souvent une dizaine d'années, donc c'est très parfois compliqué pour les personnes par rapport au suivi et à la prise en charge. Alors, pour peut-être rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on peut proposer aux patients quand ils ont. Alors, heureusement, ils n'ont quand même pas toutes les complications. Et heureusement parce que quand même, souvent, certaines sont plus fréquentes et mettent vraiment en difficulté l'acte de manger. Et nous, vraiment, Aline en a parlé, la crainte, c'est la dénutrition. J'en reparlerai un tout petit peu après. Mais on peut essayer d'accompagner par des astuces, parfois les complications que ressentent les patients pour garder ce côté quand même à prise de repas alors qui peuvent être plus ou moins importantes en volume, mais en tout cas qui doivent exister, et notamment chez des personnes qui parfois sont âgées et qui ont déjà des repas qui sont plus petits. Donc, s'ils mangeaient déjà peu avant les traitements et si les traitements diminuent la prise alimentaire, c'est là où on augmente souvent le risque de dénutrition. Alors, par exemple, on retrouve l'altération du goût. Aujourd'hui, l'altération du goût peut être soit par la perte de goût suite au traitement, par des sensations parfois plus prononcées au niveau du sel et du sucre, ou par même un goût métallique dans la bouche. Donc, on voit que tout ça, ça va quand même perturber la prise alimentaire et que les patients, parfois, avec ces saveurs métalliques en permanence, sont en difficulté, ont moins envie de manger. Donc, on peut avoir notamment une aversion pour la viande rouge. Donc, c'est vrai que là, c'est d'arriver à réorienter. Aujourd'hui, il n'y a pas que la viande rouge qui apporte les protéines dont notre corps a besoin.
et que parfois la volaille va mieux passer, le poisson, les œufs. Donc, il ne faut pas hésiter à remplacer la viande pendant ces moments-là. Et souvent préférer les féculents aux légumes, donc plutôt associer mon féculent avec mes légumes que manger des légumes tout seul. Souvent, ça sera mieux toléré pour éviter, enfin, pendant qu'on a cette saveur métallique pendant les traitements. Heureusement, ces altérations du goût disparaissent généralement à la fin des traitements. Alors, un autre exemple, après, avec aussi au niveau de la bouche, l'inflammation de la bouche et des muqueuses. Donc là, cette fois, c'est vrai que c'est plutôt des irritations qui vont provoquer parfois des difficultés à s'alimenter et à boire. Alors, il peut être préconisé des bains de bouche, donc c'est important bien que les patients fassent bien les bains qui ont été prescrits ou conseillés, parce qu'on voit que sinon, si on retarde ces bains, ça augmente l'effet. Mais que parfois, mon alimentation va aussi pouvoir m'aider, notamment tout ce qui va être l'alimentation froide. C'est beaucoup mieux accepté par les patients. Donc, proposer des fois soit les crèmes dessert, soit même des plats. Une ratatouille, ça peut se manger froid. Je peux arriver à avoir des produits qui vont être mixés, avoir une texture aussi lisse. C'est souvent mieux accepté et ça va mieux être toléré. Donc, par rapport à adoucir la bouche et cette saveur qui sera plus agréable parce que mes muqueuses vont être un peu enflammées et irritées. Par contre, à l'inverse, on va quand même éviter tous les produits qui sont acides et qui vont augmenter la sensation de brûlure. Donc, c'est vrai qu'elle fait attention à la vinaigrette par rapport aux salades, au jus de citron, même les jus de fruits peuvent accentuer. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est pas agréable du tout. On peut retrouver des effets comme la constipation et à l'inverse la diarrhée. Donc, les effets, là, sur la constipation, on va dire aux patients d'augmenter leur apport en fibres, qui sont aussi très bénéfiques. Donc, de ne pas hésiter à manger plutôt les légumes crus ou les fruits crus, dont les fibres sont plus efficaces. Bien consommer des légumes secs aussi, lentilles, pois chiches, haricots rouges. Donc, alors après, c'est vrai que s'il y a des problèmes digestifs en plus, voilà, il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Parfois en purée, et ça permettra d'avoir quand même les fibres, mais elles seront mieux tolérées. Donc, faire une soupe de lentilles ou une purée de pois cassés, souvent, ça passe mieux que si je les mange entières. Donc, c'est vraiment arriver à avoir un peu plus de fibres régulièrement plutôt que de les supprimer quand même entièrement. Après, les fibres, on les retrouve aussi dans des produits céréaliers complets ou semi-complets. C'est parfois pas dans les habitudes, notamment de nos aînés. On en mangeait moins il y a peut-être 50 ans qu'actuellement, comme on en parle. Mais ces produits vont avoir l'avantage d'avoir plus de fibres naturellement que si je mange du riz blanc ou des pâtes blanches. Et puis, on a, souvent, c'est plus connu avec les pruneaux, les fruits secs qui apportent des fibres, donc qui sont intéressants. De ne pas hésiter à les réhydrater, donc plutôt faire tremper les abricots secs dans un peu de thé ou d'eau pour que finalement ces produits soient aussi quand même un peu plus riches en eau et un peu moins sucrés. Ils seront aussi efficaces par rapport à l'apport en fibres et finalement, ça permettra aussi de s'hydrater parce que l'hydratation va être aussi importante dans la lutte contre la constipation. Et bien sûr, maintenir une activité physique. Alors, c'est là où il faut qu'elle aussi, mais Maëlle va en reparler, soit adaptée, mais ça va jouer sur la constipation vraiment d'avoir au moins de la marche. Par rapport à l'opposé, qui est la diarrhée, mais on voit que voilà, les complications dans les traitements sont pas les mêmes et très différentes d'une personne à l'autre. À l'inverse, cette fois, on va quand même plutôt inciter les personnes à limiter l'apport en fibres. Alors, ça ne veut pas toujours dire de supprimer tous les légumes, mais on va plutôt orienter vers des légumes qui ont des fibres plus denses, plus tendres, pardon, qui sont plus faciles à digérer. Donc, la betterave rouge cuite, les carottes, la courge, le potiron là, actuellement. Après, on a aussi les haricots verts extra fins. Donc, tous ces produits ont des fibres plus adaptées que si je prends les choux-fleurs, les salsifis ou les champignons. Après, c'est de souvent associer le légume au féculent et cette fois, on sera plutôt sur des produits raffinés, les pâtes blanches, le riz blanc, pour avoir quand même un apport en énergie intéressant et complémentaire. Bien sûr, une alimentation un peu moins riche en matières grasses parce que souvent quand même, les plats en sauce ou trop gras
vont aussi favoriser un transit plus accéléré. Donc, on va essayer de limiter. Et par contre, l'hydratation est cette fois encore plus importante puisque bah, il va falloir quand même maintenir, éviter une déshydratation qui parfois arrive facilement chez les personnes âgées qui boivent pas suffisamment. Donc, si en plus il y a des diarrhées régulières, il faut vraiment veiller à avoir donc plutôt une proposition de boissons tout au long de la journée et pas seulement au moment des repas. Alors après, j'ai commencé à l'introduction aussi par rapport à la prise de poids. C'est le cas avec l'hormonothérapie chez certaines personnes. Donc, on va pas mettre les personnes au régime pendant les traitements. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas le but. Mais par contre, essayer de veiller à rééquilibrer l'alimentation et avoir une alimentation qui soit peut-être plus variée, notamment plus riche en fruits et légumes, qui représente, vous voyez sur la photo, au moins la moitié de l'assiette. De parfois proposer aussi des collations qui vont être complémentaires de l'alimentation. On sait chez le sujet âgé que parfois, ben, voilà, les aliments, c'est compliqué d'avoir des repas globaux. Ben, parfois, de quand même proposer une collation et qui va être complémentaire avec les fruits, ça va être aussi intéressant. Même quand on est dans des prises de poids, l'idée c'est vraiment d'arriver à avoir ces 3 repas plus une collation si besoin, plutôt que d'avoir du grignotage. Le corps le gère beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alimentation de régime strict, en tout cas, qui va être proposée. Et puis, ben, là, vraiment, ce qu'on va limiter et essayer de mieux accompagner, c'est les nausées, vomissements ou la perte d'appétit. Parce que c'est souvent là où ben, on va avoir vraiment des repas qui sont très minimes et on arrive après à des pertes de poids. Donc aujourd'hui, les nausées bah, sont aussi plus favorisées si mon estomac est vide. Donc c'est vraiment d'inciter les personnes à manger des petites quantités souvent plutôt que de trop espacer l'alimentation parce que souvent ça va renforcer les nausées. Donc vraiment d'avoir une proposition de petites quantités, d'adapter les textures à ce que les gens ont envie, de pas d'être vraiment sur une alimentation dont j'ai besoin. Donc par moment, bah, ça peut être peut-être des flancs de légumes, peut-être des fromages blancs accompagnés de compotes, d'être sur des choses faciles à manger, hein, mais qui font aussi envie. Les repas froids sont souvent mieux appréciés des patients. Et par contre, à l'inverse, éviter d'avoir les odeurs trop concentrées. Donc, si on chauffe au micro-ondes avec la cloche, ben, souvent, c'est de ne pas enlever la cloche sous le nez des patients parce que rien que la concentration de l'odeur, ben, des fois, va réaccélérer, réaugmenter cet effet de nausée et faire que le repas va pas être pris. Donc, vraiment de veiller à ça. Et c'est pour ça que parfois, les repas froids passent mieux que les repas chauds. Après, c'est de questionner vraiment le moment, ce que la personne aurait envie de manger et de proposer en petite quantité. Aujourd'hui, on voit que c'est parfois plus facile de proposer en verrine ou de manger finalement dans des petits volumes pour bah, que il n'y ait pas un dégoût de l'alimentation par rapport à aussi l'envie de manger. Et c'est là où on rejoint ben, parfois la perte d'appétit, où là aussi on va favoriser les petites portions pour donner envie aux gens d'essayer de manger, parce que souvent de voir un gros volume d'alimentation, et ben ça renforce le fait que je veux pas manger, que j'ai pas envie, que je me sens pas capable non plus de finir mon assiette, et donc bah, je vais même pas essayer. Donc, on va rester sur des repas fractionnés qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir à peu près 5 à 6 propositions d'aliments dans la journée. Et souvent, on va décaler s'il y a une proposition d'un peu l'équivalent d'un plat chaud. Alors voilà, en petite quantité, hein, c'est peut-être une tomate farcie qui va être proposée avec une cuillère de riz. Bah, peut-être que le fromage ou le petit suisse, le détache sera proposé 2 heures après comme une compote ou un morceau de pomme, une clémentine, pour éviter d'avoir des trop gros volumes en même temps, qui fait que souvent les patients n'ont pas envie de manger. Alors, si on a vraiment un petit apport, nous, on va essayer d'enrichir les plats pour que sous finalement un seul volume, on ait quand même l'apport en protéines, en féculents et en légumes, que ça soit vraiment concentré.
Donc pour enrichir les plats, on peut bien sûr utiliser en mixant du jambon, en rajoutant du fromage râpé qui sont faciles ou parfois parce que c'est vrai que quand même quand les gens ont peu d'appétit, on voit bien que la viande rouge passe moins facilement. Donc parfois ça peut être de mixer la viande comme la volaille et comme on fait un hachis parmentier, la proposer mixée, mélangée à la purée, bah, souvent ça passera mieux que de vouloir proposer un demi steak haché à côté des haricots verts. Donc c'est vrai que de ne pas hésiter à mélanger et intégrer ces protéines au reste du plat. Les œufs, de ce côté-là, sont un très bon moyen d'enrichir parce qu'ils augmentent pas forcément le volume. Et donc les flancs à base de purée, par exemple de courges et pommes de terre, vont être très complémentaires et utiles. Le fait de relever aussi les plats par les herbes pour donner envie, ça va être aussi important dans l'alimentation. Alors c'est vrai que par rapport, après à la prise, alors hop, je repasse devant, on retrouve un peu ces difficultés avec des fois les troubles de la déglutition qui peuvent être provoqués par certaines, radiothérapies où, là on va, essayer d'utiliser justement des plats mixés et épais, pour, faire attention vraiment aux liquides et éviter, ces, fausses routes qu'on appelle. Et là aussi les plats épicés, les plats relevés vont être, souvent plus appréciés au niveau du fait de manger. Alors, Aline a introduit justement un peu la dénutrition. Il y avait la semaine dernière, c'était la semaine de la dénutrition pour en parler. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est souvent un patient sur trois qui peut se retrouver en situation de dénutrition. Donc, c'est qu'il y a eu une perte de poids assez importante en peu de temps. Et un patient, même obèse, peut être dénutri. Donc, c'est vrai que ce n'est pas que le poids sur la balance qui va compter, hein. C'est souvent la perte de poids qui est à prendre en compte, hein. Donc aujourd'hui, ça altère l'état général et souvent, ça favorise une moins bonne tolérance au traitement. Donc, c'est parfois compliqué de maintenir la chimiothérapie quand les personnes sont trop dénutries. Donc, on est parfois obligé d'interrompre ou de stopper et c'est ce qu'on veut éviter. Alors pour prendre en charge, la dénutrition, bah, là aussi on va être rejoindre les idées par rapport à la perte, d'appétit. Donc on va souvent fractionner l'alimentation. On peut aussi l'enrichir, pour avoir, bah, la bonne quantité de protéines dans un petit volume. Donc avec, voilà différents, façons, comme je disais, hein, tout à l'heure, hein, que ça soit sous forme de viande, de poisson, rajouter du thon, dans une purée ou sur, une salade, si la personne a plus envie de salade. Il ne faut pas hésiter à mettre des petits volumes de protéines, un peu de partout parfois, pour que, vraiment ça soit pas, le muscle qui soit utilisé pour apporter l'énergie, hein, au corps. Et on peut même aller jusqu'à proposer des compléments nutritionnels, oraux. Donc ça, c'est souvent sur prescription, mais finalement après vraiment aux patients, c'est, les inciter à les prendre, comme des médicaments. Donc c'est pas, comme les crèmes dessert vraiment, du commerce. C'est vraiment important d'arriver à les finir, et donc d'arriver à les intégrer tout au long de la journée parce que souvent ces compléments nutritionnels vont être, plus riches en énergie et en protéines. Et on voit aussi, ce qui, peut favoriser quand même, c'est la convivialité, la présentation, notamment sur des personnes qui pourraient être isolées et être seules au moment des repas. On voit bien que ça ne va pas favoriser la prise alimentaire. Donc, c'est d'essayer de voir aussi comment on peut, proposer plus de convivialité ou, bah, présenter, le repas pour favoriser, hein, l'alimentation. Alors j'avais remis, juste quelques idées reçues, mais après ça sera aussi peut-être l'occasion, d'échanger, ensemble. On parle souvent du jeûne, qui pourrait améliorer l'efficacité de la chimiothérapie. Alors aujourd'hui, dans l'état des connaissances, ben, c'est faux, hein. Les études sont en cours, de construction, mais on ne peut pas, en tout cas inciter les patients à, pratiquer le jeûne. Ça serait vraiment que dans le cas d'un médical et vraiment sur prescription, mais ça peut pas être, conseillé à tous les patients en cancérologie. On va plutôt même le déconseiller parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment que, les risques associés peuvent être graves, puisque souvent on peut avoir une diminution de la tolérance au traitement et l'aggravation de la dénutrition
dont on vient de parler. Donc c'est vrai que malgré ce qu'on entend et ce qu'on peut lire, aujourd'hui, on ne va pas inciter les personnes à pratiquer le jeûne avant les chimiothérapies. On entend aussi les régimes cétogènes, qui vont être des régimes où on va avoir supprimé les sucres. Comme quoi ça aurait un impact positif sur le cancer. Aujourd'hui, la diminution souvent de sucre, ça va affaiblir notre organisme. Il a besoin. Alors après, c'est vrai que les sucres qui lui sont utiles sont quand même les sucres lents, donc les pommes de terre, les pâtes, le riz. Tous ces éléments, mon corps, il en a besoin, même si ça apporte du sucre. Mon cerveau, mes muscles de l'organisme se nourrissent essentiellement de ces sucres lents. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut les maintenir dans une alimentation équilibrée. Alors après, il y a de nombreuses idées autour de la place du lait. C'est vrai qu'on entend plein de choses, qu'il faudrait supprimer les laitages. Non, aujourd'hui, dans les recommandations, je vous les ai fait apparaître de façon globale. Les produits laitiers sont même plutôt aujourd'hui protecteurs des cancers du côlon. Donc, garder 2 produits laitiers dans l'alimentation, c'est bénéfique. Après, c'est du fromage, des yaourts, du lait. Donc, c'est vrai qu'on peut ne pas consommer de lait si on ne l'aime pas et manger des laitages pour avoir les produits laitiers. Mais si on aime le lait, on peut aussi consommer du lait. Il faut garder quand même une alimentation qui soit plaisir et ne pas être forcément dans des restrictions, surtout chez les personnes déjà d'un certain âge. Dans ce qui est prouvé protecteur, on retrouve les fruits et légumes et les fibres alimentaires, d'où l'intérêt aujourd'hui d'avoir une alimentation variée et quand même riche en ces produits. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est les fruits et légumes crus ou cuits. Ils peuvent être frais en conserve ou surgelés. Voilà, on a plein de façons de les accommoder. Ils peuvent être nature ou cuisinés. Et pour les fibres, en plus des fibres des fruits et légumes, on va avoir, sauf contre-indication, comme on l'a vu pendant les traitements ou de tolérance, mais plus une consommation un peu plus importante avec les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges ou les fibres des céréales complètes ou semi-complètes. La pratique d'activité physique, hein, mais je vais laisser Maëlle vous la présenter, est effectivement bénéfique, tout comme l'allaitement. Après, dans les plus facteurs de risque, on retrouve les boissons alcoolisées, le surpoids et l'obésité. Les viandes rouges augmentent le risque de cancer du côlon, mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la viande rouge. Mais aujourd'hui, la recommandation est souvent de moins de 500 grammes par semaine, donc ça fait à peu près 4 fois, 4 portions. Mais on voit bien que si jamais il n'y a pas la consommation de viande rouge, on peut compléter par de la viande blanche, donc que ce soit toutes les volailles ou le lapin, mais aussi les poissons et les œufs pour avoir et garantir un apport en protéines. Et après, c'est attention à la quantité de sel apporté dans nos plats parce que le sel augmente aussi le risque de cancer. Et après, c'est les compléments alimentaires à base de bêta-carotène qui sont à limiter. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir recours aux compléments alimentaires, mais plutôt varier notre alimentation. Donc on voit bien que l'alimentation a une réelle place et très importante dans les traitements en cancérologie, qu'il faut arriver à préserver au maximum pendant les traitements, notamment chez les sujets âgés qui auraient déjà un petit appétit avant la maladie. C'est bien, l'équilibre alimentaire peut être mis de côté. On va privilégier plutôt quand même la prise alimentaire pendant ces traitements. Et heureusement, les effets des traitements sont réversibles à l'arrêt, d'où l'intérêt après d'accompagner cette période qui est souvent compliquée pour aller vers une période qui sera souvent de plus en plus facile. Et je vous avais mis quelques ressources. Je pourrais partager le diaporama avec Aline si certains le veulent. Merci Claudie, merci beaucoup. Donc on garde les questions pour tout à l'heure. Du coup, j'invite Claudie voilà, d'arrêter le partage. Voilà. Maëlle, je te laisse du coup partager ton PowerPoint. Et puis pareil, tu as le même temps, à peu près 20 minutes, et puis on prendra le temps pour les questions. Donc oublie pas d'activer ton micro, Maëlle, et ça sera bon. Parfait. Bonjour. Tac. Alors, du coup, donc moi, pareil, un peu comme Claudie, je vais emprunter un peu assez largement la structure. Alors, Comité olympique de la Loire, c'est le rassemblement de tous les comités fédéraux du territoire de la Loire. Donc, il y en a 62 dans le comité dans la Loire.
Ça va du basket au foot, le PGV sport pour tous, le handisport, le sport adapté, et des fédérations peut-être que vous connaissez un petit peu moins, type le vol à voile, peut-être le sport boule, voilà. Donc, l'idée du comité olympique, en tout cas au départ, c'est rassembler tous ces comités-là pour, je dirais, être un peu un porteur de voix, un porteur de projet, et essayer de mailler le territoire, de faire bouger les gens, quelle que soit leur problématique de santé, et surtout, quelle que soit leur situation, qu'ils aient 3 ans ou qu'ils en aient plus de 100 ans. Donc, comité olympique de la Loire, même fédération que les Jeux olympiques, mais par contre, depuis en 2015, pour la Loire, on a pris un angle santé qui est assez large puisque on parle même dans l'axe santé, si jamais il y avait des besoins, du dopage. Voilà. Donc c'est pas forcément notre sujet aujourd'hui et ni le gros sujet du comité olympique, mais faut juste le savoir. Depuis 2018, on est référent, en tout cas pour la Loire, sur un dispositif qui s'appelle le DAPAP. Peut-être que certains connaissent. Dispositif d'accompagnement vers la pratique d'activité physique. Donc, c'est un dispositif qui est porté régionalement et financé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, donc le ministère de la Santé, on va dire antenne régionale, AURA, et la DRAGES AURA, qui est du coup finalement son pendant au niveau sport. Voilà, donc pour vous donner une idée, dans l'axe d'APAP, l'ARS Adranes nous donne pour mission depuis 2018, depuis qu'on rapporte depuis 2018, d'accompagner des gens qui sont malades chroniques, plus de 70 ans, précaires et éloignés de la pratique. Donc les précaires étant les couvertures santé solidaire, donc les C2S, qui sont voilà, plus, on va dire, visés par notamment l'ARS, puisque souvent plus éloignés des actions de prévention santé. Donc j'ai fait un petit peu un recueil, entre guillemets, de petits filtres pour savoir combien à peu près de personnes avaient de plus de 65 ans. Donc aujourd'hui, en file active, on a à peu près 150 bénéficiaires qui ont plus de 65 ans, sachant que chaque année, on accompagne à peu près 400 personnes par an. Donc on va dire il y a pratiquement un tiers de notre population nous qu'on accompagne qui a plus de 65 ans. Par contre, pas forcément tous, avec en l'occurrence un cancer. Parfois certains les ont eu ou non encore, mais c'est pas forcément l'entrée, c'est déjà vraiment entrée juste âge. Euh, le DAPAP, à quoi ça sert? Ça sert du coup à évaluer, orienter et je dirais faire connaître tout ce qui pourrait exister en matière d'activité physique et sportive pour la santé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, on va voir les gens au moins une fois, puisqu'effectivement, il y a le premier rendez-vous qui est géré l'accueil et l'intégration dans le dispositif. Mais par contre, en fonction des profils des personnes, on va avoir des actions complètement différentes, soit des suivis, je dirais plutôt à distance, soit des suivis assez rapprochés sur certains profils que je vous expliquerai derrière. Donc, le DAPAP en tant que tel, on ne fait pas forcément d'intervention en propre dans les structures médico-sociales, les structures de services de longue durée d'hospitalisation, mais on est plutôt dans l'aide à trouver un intervenant et créer du lien, en tout cas sur la partie HDJ, les programmes d'ETP, sur l'onco et autres, en tout cas services hospitaliers ou rééducation. Voilà. Donc, le DAPAP, vous pouvez aussi entendre parler de plateforme sport santé de la Loire, c'est la même chose. Et maison sport santé Loire, ça sera un peu la même chose. Donc, peu importe le terme, l'idée en tout cas de ces dispositifs-là, c'est d'aider, d'accompagner, de structurer et d'être au service à la fois du bénéficiaire, mais à la fois aussi de vous, je dirais professionnels de santé, que ce soit infirmier, que ce soit kiné, que ce soit diététicien, que ce soit médecin, pour gérer, savoir où est-ce qu'on peut orienter le patient et surtout comment on l'oriente par rapport à ces problématiques de santé et autres problématiques sociales et physiques. Donc mon propos, il est assez simple puisqu'aujourd'hui je vais parler que d'activité physique adaptée, et finalement d'activité physique et sportive adaptée, mais par contre on ne parlera jamais de sport en tant que tel. Donc, je voulais vous rappeler un petit peu les définitions. Donc l'activité physique, c'est tout le mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques en générant une dépense énergétique supérieure à la dépense énergétique de repos. Donc pour caricaturer un petit peu la chose, ce que j'aime bien expliquer aux personnes, c'est dès lors que je cligne les yeux, dès lors que j'ai ouvert les yeux le matin, j'ai fait une activité physique un peu plus importante qu'à l'habitude parce que bah, avant je dormais.
Ça commence à partir de là. Dès lors que je fais un pas en sortant du lit, je fais une activité physique qui est plus importante que ma dépense énergétique de repos juste pour alimenter mes organes. Donc l'activité physique, ça va être ça. L'inactivité physique, c'est finalement la non-atteinte des recommandations en activité physique. Donc aujourd'hui, il y a deux angles d'attaque. Quand on parle d'inactivité physique, on va parler soit d'un temps, c'est-à-dire pour un adulte, il faudrait bouger entre 30 et 40 minutes par jour. Et donc ça, 5 fois par semaine. Nous, c'est 150 minutes d'activité physique. Et ce qu'on dit pas en général, mais malheureusement, il faut le rajouter, c'est 30 à 40 minutes de manière modérée à vigoureuse. C'est-à-dire, l'exemple pareil, pratico-pratique, c'est je vais faire la porte de chez moi, je regarde ma montre et je me dis, il va falloir que je marche un peu plus vite parce que pour aller chercher mon bus, je vais être à la bourre sinon. Donc, l'idée de cette activité physique, cette inactivité physique, c'est que j'en bouge au moins 150 minutes, on va dire, par semaine. Le deuxième repère souvent qu'on donne, c'est le nombre de pas. Donc, on a entendu parler pendant très longtemps, les 10 000 pas, à savoir que 10 000 pas, c'est surtout une valeur, on va dire, culturelle au niveau japonais, qui avait un certain sens au niveau, en tout cas, des 10 000, d'un chiffre un peu particulier. Euh, Aujourd'hui, on considère qu'entre 6 000 et 8 000 pas par jour, le bénéficiaire, patient, peu importe le nom qu'on lui donne, euh, en tout cas, ces 6 000 et 8 000 pas, ça lui permettra d'être en bonne santé, pas en très bonne santé, mais d'être dans de bonne santé, de respecter ses recommandations. Donc, je dirais, si après votre patient respecte les deux, c'est-à-dire à la fois 30-40 minutes, modéré à vigoureux, et à la fois 6 000 et 8 000 pas, on sera déjà très content. Okay. Mais l'un ou l'autre, ça marche. Au niveau de la sédentarité, donc comportemental éveillé générant une dépense énergétique proche de la dépense énergétique de repos. Donc c'est le temps passé assis dans la journée, au travail, à le sport, etc. Grosso modo, on commence à être sédentaire à partir de 1 heure et demie assis sur une chaise sans avoir bougé. Donc finalement, cette sédentarité, surtout aujourd'hui, elle est de plus en plus importante, puisqu'on a des métiers de plus en plus assistés, on va dire, informatiquement et autres. Et donc du coup, il va falloir aussi combattre contre ça. Donc la personne pourrait être, en l'occurrence, à la fois active parce que bougeant dans la journée, et à la fois quand même sédentaire parce que finalement, elle bouge, oui, mais elle passe peut-être 2 heures d'affilée assise sur une chaise, et ça, peut-être 2 fois au moins dans la journée. Okay. Donc, c'est pas forcément, en tout cas, opposé. Les deux peuvent exister. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois actif et quelqu'un qui serait sédentaire. D'ailleurs, ça arrive assez souvent. Donc, l'idée, en tout cas, aujourd'hui, et pour nous, en tout cas, dans l'axe d'APAP, c'est de favoriser cette activité physique. Donc, on va orienter vers pas mal de structures différentes. C'est pas forcément, on va dire, des thématiques sportives, entre guillemets, puisqu'en pense l'idée, c'est de les faire bouger. Ça pourrait être aussi juste de marcher au quotidien et de trouver des petits repères proche de chez soi pour bouger. Donc, par rapport en tout cas à cette partie de l'oncogériatrie, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'activité physique régulière, c'est-à-dire au moins ces 2-3 fois par semaine, ça diminuerait de 50% le risque de récidive de certains cancers. Donc, c'est pas négligeable, c'est-à-dire que finalement, j'ai déjà eu un cancer, le fait de bouger, ça va permettre, on espère en tout cas, d'avoir au moins un malheur sur deux, de nouveau avoir un cancer. Ça fait partie vraiment du protocole finalement d'éducation thérapeutique et du soin en tant que tel, puisque dans la plupart des projets en oncologie, l'activité physique est intégrée, soit pendant les traitements, même sous pilule, soit, je dirais, en sortie des traitements, tout de suite en sortie en tout cas, du cancer. Deuxième cadre, ce qu'on sait, c'est que dans le cas du cancer, il n'y a aucun médicament qui ne fait mieux que l'activité physique sur la partie fatigue. C'est-à-dire finalement, aujourd'hui, on donne un petit médicament pour le côté fatigue, mais finalement, il est aussi efficace que juste je bouge régulièrement, et bien j'arrive au même résultat, c'est-à-dire que je suis un peu moins fatigué, mais finalement, le médicament n'est pas forcément mieux, en l'occurrence l'activité physique, sachant que le médicament, il pourrait y avoir des effets secondaires. Donc, on dit peut-être que les faire bouger un peu plus, ça permettra qu'ils seront peut-être moins fatigués, et à la fois, il n'y a pas forcément d'effet secondaire à cette activité physique, à part le fait que ils ont bougé. Oui, ils peuvent être fatigués après l'activité physique, surtout s'ils n'ont pas l'habitude, et surtout avec le cancer qui peut-être est encore en cours, et les traitements. Mais par contre, en tout cas, c'est très les effets secondaires du médicament tel. La troisième chose, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que
Donc ça, c'est vraiment pour tous les cancers, le réseau cellulaire et la fatigue, surtout cancer côlon, cancer du sein, cancer on va dire presque pour entre guillemets. Euh, Quand on parle d'oncogériatrie, c'est-à-dire qu'on va aussi associer l'idée de l'âge. Sauf qu'aujourd'hui, pour nous, en tout cas dans l'activité physique, finalement, euh, l'âge, ça va être parfois plus important que simplement le fait qu'ils aient un cancer. Pourquoi? Parce que quand on a un cancer de la prostate, peut-être passé 70 ans, 80 ans, l'idée c'est surtout de bien vivre, de vivre mieux et du coup de bien vieillir finalement, pas tant le cancer en tant que tel, en tout cas par rapport à ces âges un peu plus avancés. Donc, ça veut dire que quand on va faire bouger une personne qui est du coup en situation d'oncogériatrie, donc à la fois âgée et à la fois avec un cancer, on va plutôt se concentrer entre nous sur l'activité physique, sur la question de l'âge et d'essayer de les garder le plus autonome possible dans le temps. Donc, ce qu'on va encourager en général, c'est du travail fractionné, c'est-à-dire du travail assez intense qui est bien recommandé au niveau des cancers, euh, quels que soient les cancers, à fractionner. Donc, intensité, par exemple, de 30 secondes, 40 secondes de travail. Et derrière, on enchaîne sur une période de 30-40 secondes, gérée de repos ou active, mais tranquille. Puis de nouveau, on enchaîne sur 30 secondes, 40 secondes de travail intense. Et puis, de nouveau, on va dire un peu plus faible. L'idée, c'est d'associer dans ce travail fractionné à la fois un travail de puissance musculaire, c'est-à-dire lié à la sarcopenie notamment, et à la fonte musculaire notamment avec le traitement, et à la fois lié à l'endurance, c'est-à-dire l'effort répété, c'est je suis capable de tenir longtemps mon activité et d'être au quotidien finalement à l'aise pour faire mes activités, quelles qu'elles soient, au domicile. Donc, pour un patient en oncogériatrie, pour nous, ce sera surtout l'âge qui sera le premier critère et pas forcément, en tout cas, la maladie, en tout cas l'oncologie, ou alors juste simplement les effets secondaires sont plutôt liés à la fatigue dans le cancer. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est anticiper les risques. Donc, par rapport au cancer ou par rapport, en tout cas, à la partie vieillissement, aujourd'hui, il y a des tests qui sont plutôt bien validés au niveau, en tout cas, surtout de l'âge, avec des tests qui sont physiques, qui sont révélateurs de l'autonomie en complément de contenu motivationnel. C'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, dans notre pratique courante. Je vous explique juste après. Un des premiers tests, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de passer le trottoir et de ne pas jeter, grosso modo, au quotidien. Donc, l'équilibre, vous avez un test qui s'appelle l'équilibre unipodal. L'idée, c'est que si vous tenez moins de 5 secondes, vous êtes à risque de chute important. Entre 5 et 10 secondes, risque modéré. Plus de 10 secondes sur un pied, pas de risque de chute. Il y a un deuxième test d'équilibre, test qu'on appelle test Time Up and Go, qui est en gros, vous êtes assis sur une chaise, vous allez à un plot qui est situé à 3 mètres et vous revenez vous asseoir. On prend un temps, moins de 12 secondes, pas de souci. 12 à 20 secondes, on dit, ben là, il y a peut-être un sujet d'équilibre. Plus de 20 secondes, il va vraiment falloir travailler l'équilibre parce qu'il y a un risque de chute important. On va travailler aussi sur les tests physiques, on va regarder du coup la souplesse. Est-ce que je suis capable de mettre mes chaussures comme me coiffer? C'est pas simplement pour la partie, je dirais, sociale, sortir de chez soi, etc. C'est juste, ben, est-ce que je suis capable finalement de rester aussi chez moi à un moment donné et de m'entretenir juste corporellement. On va regarder la partie puissance musculaire. Être capable de se lever, marcher et entretenir la marche. Donc c'est je vais chercher ma baguette de pain, parce que je suis capable d'aller chercher ma baguette de pain et peut-être rajouter après le passage chez mon pharmacien s'ils ont des traitements pour prendre des médicaments, enfin tout cet aspect-là. Et l'endurance, donc être capable de rester autonome dans ses activités quotidiennes. Donc être capable de sortir chez moi et arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire et quand j'ai envie de le faire. Et donc tout cela en complément, comme je disais, sur une question de qualité de vie, c'est-à-dire, ok, j'ai tel niveau physique, équilibre, souplesse, puissance musculaire, endurance. Maintenant, comment je le ressens moi? J'ai encore vu un monsieur hier, cancer prostate, le monsieur 76 mètres, il fait 76 mètres en 6 minutes, donc pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire qu'il fait moins de 1 km/h. Il a été obligé de s'asseoir 3 fois et chaque fois qu'il s'est assis, il s'est assis à peu près 30 secondes.
Et c'est quelqu'un, sa femme était là lors de l'entretien, c'est quelqu'un qui dit, ben, au quotidien, moi, ça me gêne pas. Et parce que du coup, il y a sa femme. Et sa femme le dit, parce que je suis là, ça me gêne pas. Mais par contre, demain, il n'y a pas ta femme, ben, est-ce que du coup, c'est la même chose? Ben, peut-être pas. Parce que, ben, effectivement, c'est quelqu'un qui est très isolé. Et finalement, c'est sa femme qui s'occupe du quotidien de la maison. Et si sa femme demain décède, parce qu'elle n'est pas non plus âgée, elle n'est pas non plus toute jeune, plutôt âgée, ben, comment on va faire, j'irai pour vous. Quelle va être votre qualité de vie derrière, après ce drame-là, en tout cas. Donc, l'idée, c'est aussi de repérer un petit peu ces signes-là avant-coureurs de perte d'autonomie ou de glissement, peut-être vers cette perte d'autonomie. Et ça, c'est faisable, on va dire, en pratique courante, hein, avec deux, trois petits tests comme ils sont assez rapides, ou avec des questions, en tout cas, qui pourraient être posées. Par rapport donc à notre action d'APAP, aujourd'hui, euh, tout le monde peut nous orienter un bénéficiaire, un patient, un adhérent, peu importe le nom qu'on lui donne, tout le monde peut nous orienter. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que même s'il nous est orienté par quelqu'un qui n'est pas du monde médical, donc pas un médecin, que ce soit médecin traitant, médecin spécialiste, ou voilà, quel qu'il soit, on va reboucler la boucle après le bilan physique vers le médecin. Donc, le bilan, pour vous donner un idée, ça dure 1 heure et demie, 3/4 d'heure où on va échanger, qui vous êtes, où vous habitez, est-ce que vous avez une mutuelle, pas une mutuelle, pour parler un petit peu remboursement de l'activité physique, parce qu'aujourd'hui, l'activité physique n'est pas remboursée par la sécurité sociale, et depuis 2 jours, ça a été même enlevé du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Donc pour l'instant, ça semble pas être en bonne voie, malheureusement pour moi. Donc c'est aujourd'hui avec les mutuelles qui prennent en charge entre 40 et 50 euros par an à peu près. C'est-à-dire que le reste à la charge pour l'activité libre va être assez important pour les gens. Donc, 45 minutes, on échange, l'activité physique, est-ce que vous en faisiez avant, est-ce que vous en faites encore aujourd'hui, des soucis de santé particuliers, oui, non. 1/4 d'heure, 20 minutes, on va faire des tests physiques, donc comme je disais, un test d'endurance, test de marche libre, équilibre unipodal, équilibre dynamique, souplacement supérieur, souplacement inférieur, euh, force musculaire membre supérieur et force musculaire membre inférieur. Après tout ça, on va leur sortir un petit graphique aux personnes et aux médecins qui va dire, en fonction par rapport à votre âge, par rapport à votre genre, donc homme ou femme, et par rapport à votre performance, aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt limité de manière sévère ou limité aucunement? Donc, indice 1, donc tout au milieu, c'est limitation sévère, donc on va dire, et on va faire une recommandation. Aujourd'hui, c'est la kinésithérapie. Donc, c'est la rééducation. On ne parle pas d'activité physique adaptée encore, en tout cas que dans une prise en charge pluridisciplinaire et avec des professionnels de santé. À l'autre bout, indice 5, ce serait des gens qui aujourd'hui n'ont pas de problème de santé particulier, qui avaient juste besoin d'être rassurés. C'était plutôt la prévention primaire. Et du coup, on leur dit, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire une prescription d'activité physique. Il va falloir faire juste un certificat médical avec votre médecin traitant et vous pouvez aller pratiquer où vous voulez, en loisir, en compète. Éclatez-vous. Il n'y a pas de question de santé à avoir derrière. Pour tous ceux qui sont indice 2, 3 et 4, ça va donner ça. Indice 2, c'est mise en place ce qu'on appelle un atelier passerelle, c'est-à-dire des petits groupes de 5 à 10 personnes. Les gens ils vont payer 20 euros si c'est couverture santé solidaire, 40 euros s'ils ont une mutuelle classique, et ils vont pouvoir bénéficier, donc 20 40 euros, 16 semaines d'activité, donc ils vont payer 20 40 pour les 16 semaines. Ils vont pouvoir bénéficier de ces 16 semaines d'activité, petit 12 pendant 1 heure et quart, une fois par semaine, et après ces 16 semaines, on refait le bilan. L'idée, c'est qu'ils passent au niveau supérieur, donc on est indice 3, ce qu'on appelle l'atelier sport santé, ou voir certains en atelier sport bien-être. Atelier sport santé, atelier sport bien-être, c'est des associations ou des structures locales, qu'elles soient privées, publiques, ou comme dit associatif fédéral ou pas fédéral, qui ont pour le sport santé un diplômé, on va dire, bac plus 3, bac plus 5, ou alors quelqu'un qui est bac plus 1 avec une formation complémentaire, mais sur des groupes de 15 personnes maximum, c'est-à-dire avec un beaucoup chronique et que des gens qui ont une maladie chronique. Donc ça, activité durable, par exemple en sport santé, vous avez du basket santé qui se fait en Grézieux, à Fraisse, à la Chorale de Roanne. Vous avez de la marche nordique. Vous avez du karaté santé qui se fait par exemple à Génilac. Voilà. L'idée, c'est de travailler la posture, utiliser finalement la notion d'activité physique sportive ou de terme pour faire bouger les gens sans forcément être spécifique à la discipline sportive. Sport santé, on est avec des gens qui sont limités minimement ou pas de limitation, qui ont une pathologie, mais finalement, ça les contraint pour le quotidien. Ils sont encadrés par des éducateurs sportifs, donc on va dire bac
plus 1, entre guillemets. Ou alors des gens qui sont bénévoles, qui ont fait une formation particulière de 3 à 5 jours et qui est reconnue par le ministère de la Santé. C'est des groupes jusqu'à 25 personnes, donc forcément, vous n'avez pas que des gens qui ont des pathologies, et vu qu'ils ne sont pas trop limités, l'idée c'est juste d'être vigilant à leur situation. Donc ça, c'est plutôt un continuum, je dirais, du niveau 1 au niveau 5. Et après, il y a des gens qui vont diminuer malheureusement par rapport à la pathologie ou par rapport au moment, je dirais parfois, du traitement. Et à d'autres, dans l'idéal, on va espérer qu'ils avancent et qu'ils aillent plutôt vers le sport réel plutôt que vers la télé. Dans tous les cas, une fois le bilan fait, on va suivre les gens à 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. C'est-à-dire, on va les avoir au téléphone et on va essayer de les revoir physique. Okay. Par rapport aux activités physiques, sachez que vous pouvez... Maëlle, je fais mettre du temps. Encore 1 ou 2 minutes? Ouais, j'ai fini. Allez, super. Par rapport aux activités, donc sachez que aujourd'hui on peut orienter les gens vers les activités, mais vous pouvez aussi les orienter directement vers les activités. Vous avez un annuaire régional, ça s'appelle le portail Sport Santé Lumière, qui est valable pour toute Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, vous pouvez aussi orienter les gens directement vers les structures qui sont fléchées et validées au niveau institutionnel. Et pareil, vous avez des programmes, notamment un programme qui s'appelle Actiper 2, qui est sur le cancer de prostate et les péridents. Donc, si jamais vous avez des messieurs qui ont eu un cancer de prostate, qui sont intéressés, qui sont soit actifs, soit inactifs, les deux sont valables. Il y aura des angles différents. N'hésitez pas, vous pouvez nous les orienter. On les accompagnera avec grand plaisir sur ce protocole de recherche. Et là, je vous ai juste mis les coordonnées. Si jamais vous voulez nous contacter, on est 8 internautes différents. Super, voilà. Merci Maëlle. Merci, très clair. Merci à tous les deux. Du coup, on va passer aux questions. J'ai donc des questions dans le chat. Alors, du coup, première question, existe-t-il des flyers à destination des patients concernant ces conseils diététiques? Donc ça, la question s'adresse à Claudie. Alors, oui, il existe des documents. Parfois, ils sont accessibles par les diététiciennes qui sont au niveau des établissements de soins et de traitement. Sinon, sur le site de la Ligue contre le cancer, on peut retrouver les plaquettes à consulter. Et sinon, n'hésitez pas, si vous en voulez, parce que vous êtes dans un service et que vous voulez en donner, parce qu'elles existent aussi en version papier, à contacter le comité de votre département. Et souvent, dans les comités, on a une plaquette, nous, qui s'appelle alimentation pendant les traitements. Et du coup, en complément de cette question, il y a une personne qui demande si ces recommandations sont données directement aux patients ou s'il y a des travaux qui sont faits au cas par cas avec les sociétés de restauration collective, en tout cas les cuisines collectives qu'on retrouve dans les structures hospitalières, qui servent du coup des patients atteints de cancer. Alors oui, il y a souvent un travail qui est fait avec les diététiciennes. Il y a souvent une diététicienne qui est en lien avec la restauration collective. Après, est-ce que, par exemple, dans les établissements de maisons de retraite, tout ça, on a autant de suivi? Souvent, c'est plutôt des vacations de diététiciennes sur certaines heures. Donc, on ne peut pas avoir quand même la même proposition, je pense, que quand on est dans un CHU. Et on voit qu'il y a encore des progrès à faire. C'est toujours en évolution aussi avec les remarques des patients parce l'alimentation a quand même beaucoup évolué au milieu hospitalier, hein, pas pour critiquer. On sait qu'il y a aussi l'hygiène qui est à prendre en compte et d'autres contraintes par rapport au nombre de repas préparés. Mais on voyait bien que servir en barquette, hein, et enlever le film quand je suis nauséeuse et que tout s'est concentré, ben oui, pour un patient atteint cancer, c'est quand même pas très compatible. Donc on a plusieurs services qui sont revenus à du service à l'assiette, à service en verrine même. Donc il y a quand même des progrès qui ont été faits. Je pense qu'on peut encore en faire à certains endroits, mais en tout cas, on y veille pour que l'alimentation, même le jour où je vais être en traitement, ne soit pas problématique et qu'on puisse trouver une solution. Il y a beaucoup de services pendant les chimiothérapies où on peut avoir la proposition de sorbet qui est faite aux patients parce qu'on sait que ce jour-là, le froid passe très bien. Donc oui, il y a quand même des choses qui sont faites. Par rapport au message sur après le retour à domicile, on voit qu'il y a encore des loupés, des personnes qui nous contactent et n'ont pas vu de diététicienne pendant leur traitement et ont plein de questions. Donc c'est pour ça que il faut pas hésiter à réorienter, dire que soit il y a des dispositifs de soins de support au sein de l'établissement de cancérologie, de ne pas hésiter à aller prendre contact avec les diététiciennes en poste. Ou voilà, dans nos structures, on peut aussi avoir des conseils ou pourquoi pas une diététicienne en libéral. Une autre question, alors il y a eu 2 questions sur la même thématique, donc la question s'adresse à toi encore Claudie. Pouvez-vous expliquer pourquoi les compléments alimentaires à base de bêta-carotène sont facteurs de risque de cancer? Et la question qui vient après, c'est qu'est-ce que sont les compléments alimentaires à base de bêta-carotène? Donc si tu peux répondre aux deux en même temps.
Alors, c'est vrai que aujourd'hui, les compléments alimentaires à base de bêta-carotène, c'est des produits qui sont souvent très concentrés. On est à des taux de bêta-carotène, qui est une vitamine en fait, hein, la provitamine A, supérieure à 20 milligrammes. Et aujourd'hui, ces produits sont parfois pris en disant, alors, des fois dans la prévention solaire, par rapport à l'aspect de la peau, puisque le carotène aura tendance à favoriser une meilleure coloration de la peau, mais c'est un leurre, il faut mettre la crème solaire pour se protéger du soleil. Euh, ça ne remplace pas. Mais on est vraiment sur des dosages très concentrés. Et aujourd'hui, les études, je vous invite à aller voir sur le réseau NACRE. Il y a toute l'explication plus approfondie. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Mais c'était sur l'utilisation de ces produits, par exemple, chez des fumeurs. On a vu l'augmentation du cancer du poumon. Donc c'est pour ça que aujourd'hui la recommandation c'est plutôt que le bêta-carotène à l'état naturel, parce que vous mangez des abricots, des melons, des épinards, suffit à couvrir nos besoins dans le cadre d'une alimentation équilibrée, et je n'ai pas forcément besoin d'avoir recours à des compléments alimentaires. D'où l'intérêt d'avoir plutôt une alimentation diversifiée, riche en fruits et légumes pour avoir mes vitamines, plutôt que de me dire moi je mange que des féculents et je prends des pilules à côté pour avoir les vitamines, parce qu'on voit que souvent elles sont trop concentrées et que ça n'a pas forcément l'effet attendu en tout cas, et qu'il est alors que le carotène à l'état naturel est un antioxydant, il va plutôt protéger notre corps, pardon. Quand il est trop concentré, l'effet n'est pas forcément le même. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire ou pas, mais sur le réseau NACRE, vous aurez les recommandations. Du coup, il y a une autre question, mais du coup, Maëlle, je pense que tu as y répondu bien précisément à la fin de ton exposé, mais du coup, je vais peut-être la compléter parce que j'ai une interrogation, moi, et du coup, ma question s'adresse à Claudie et Maëlle. Donc, bon, la question de Sarah était comment se passe le remboursement pour l'activité physique adaptée. Du coup, moi, j'ai peut-être une question complémentaire. Vous n'avez pas parlé du parcours de soins global après le traitement du cancer. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous sollicite dans ce cadre-là? Est-ce que vous avez du recul par rapport à ce nouveau parcours de soins global? Alors, il n'est pas nouveau parce qu'il date de 2020 ou 2021, mais est-ce que vous y participez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne façon du coup de poursuivre en tout cas cette prise en charge après traitement? Je voudrais bien avoir votre avis à tous les deux. Claudie peut peut-être expliquer, parce que c'est eux qui le portent au niveau adulte. Après, je pourrais parler de la partie esthétique. Pour les enfants, à savoir que ça existe aussi. Alors, c'est plus l'oncogériatrie, du coup, mais ça existe aussi et c'est porté, du coup, au niveau du CHU. Ah oui, pour les jeunes, ouais, enfants et jeunes. Alors, je vais vous repartager peut-être rapidement parce que j'avais fait la slide, mais je ne l'ai pas forcément présentée dans un premier temps. Juste en deux mots pour représenter le parcours post-traitement. Alors, il va apparaître à l'écran. Donc aujourd'hui, c'est la diapo actuelle. Oui, c'est comme ça. On a effectivement sur prescription médicale pour les personnes qui ont fini leur traitement mais qui sont dans l'année qui suit. Donc c'est quand même assez proche des traitements. On a juste un an après les derniers traitements hors hormonothérapie. Donc c'est des traitements actifs, que ce soit chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie, pour orienter les patients vers ce dispositif. Donc aujourd'hui, la Ligue de la Loire va coordonner le dispositif sur le département plus une partie de la Haute-Loire. Après, sur les autres départements, il y a souvent, on le retrouve aussi sur le site de l'ARS, d'autres structures qui ont été identifiées pour porter ce dispositif. Il faut savoir donc que les patients sur prescription médicale ont le droit à un forfait de 180 € par personne, qui peut leur permettre de faire un bilan d'activité physique, un bilan psychologique et des consultations de suivi, un bilan diététique et des consultations de suivi aussi. Alors aujourd'hui, le mieux, c'est que ça soit adapté aux patients. Donc souvent, on va plutôt essayer de voir quelle est la priorité plutôt que de dire c'est l'occasion de faire 3 bilans, par exemple. Qui est parfois un peu dommage parce que, alors hormis pour l'activité physique ou après, mais Amaël va le présenter, où il y a une réorientation, mais pour un bilan psychologique, est-ce que de faire le bilan, ça suffit, ou est-ce que quand même c'est pas mieux d'avoir un peu de suivi? Donc parfois, voilà, c'est en discussion avec le médecin. On a souvent, on peut avoir que la prescription pour un soin de support. Mais c'est vrai que c'est une avancée aujourd'hui pour les patients, puisqu'il peut y avoir une prise en charge pour du suivi diététique et psychologique qui n'existait pas avant, dans le cadre quand même de 180 € par personne. Ça, sur la partie activité physique, aujourd'hui, quand le bénéficiaire patient et le médecin doivent faire un choix, entre guillemets, par rapport à ces 180 €,
En fait, on fait un choix assez simple avec le patient, c'est je leur dis, prenez les 180 € pour la partie psycho et alimentation, et le bilan APA, je le ferai dans le cadre du DAPA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez, je dirais, logique. C'est-à-dire qu'on se dit, à un moment donné, l'idée, c'est qu'ils bénéficient le plus possible de ce côté psycho-diète dans les soins de support s'ils en ont envie, et que la partie APA, on la fasse plutôt porter par l'action de DAPA. Donc, ils auront quand même le bilan, mais juste dans un autre cadre, mais ils auront le même bilan. Et donc aujourd'hui, en fait, une fois que la prescription est faite, elle est envoyée au comité de la Loire et c'est donc Romane Béraud qui, pour nous, coordonne le dispositif, qui va réorienter, après un entretien téléphonique avec le patient, vers un professionnel près de chez elle. Donc on a passé convention avec différents psychologues sur l'ensemble du département, différents diététiciens, diététiciennes sur l'ensemble du département, et on renvoie vers Maëlle qui, lui, réoriente aussi au plus près du territoire. Parfait. Alors, en attendant que d'autres questions arrivent, je me permets encore une autre question. En vous écoutant, finalement, on se rend compte que, et notamment sur la population âgée, hein, qui est quand même le sujet d'aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a, ça demande quand même aux patients d'être très autonome sur son alimentation, sur sa gestion des repas, potentiellement de le mixer, potentiellement de rajouter voilà, des choses qui vont lui permettre d'améliorer sa prise alimentaire. De même pour l'activité physique, ça demande quand même un certain accompagnement. Est-ce qu'il y a des acteurs avec qui vous travaillez majoritairement aujourd'hui, que ce soit les départements, les CCAS? Est-ce qu'il y a des acteurs majeurs avec qui vous travaillez, autres que les professionnels de santé, que sont les infirmiers et les kinés? Est-ce qu'il y a des acteurs du prendre soin avec qui vous travaillez en binôme, ou au contraire, c'est quelque chose qui est encore pas suffisamment développé et pour lequel le patient est encore obligé, et notamment le patient âgé, d'essayer voilà, de trouver lui-même des solutions par rapport à toutes ces contraintes alimentaires qu'il peut avoir, ou cette obligation, on va dire, entre guillemets, de faire un petit peu d'activité physique? Alors, nous, à la Ligue, comme on propose quand même et on finance des heures d'aide à domicile, aujourd'hui, on s'était aussi appuyé sur ces associations, parce que c'est quand même souvent des associations qui font l'aide à domicile pour former en fait leurs intervenants et leur faire la sensibilisation au parcours en cancérologie. Pour justement, parfois, en croyant bien faire, je vais préparer un plat bien chaud, je le garde bien chaud pour quand la personne arrive de ses traitements et je lui enlève la cloche sous le nez. Mm. Et finalement, mais je comprends pas, je lui prépare plein de bonnes choses et aujourd'hui, il mange pas. Donc Mm. voilà, pour essayer de montrer un peu les difficultés parfois qui peuvent être rencontrées. Donc certes, après, ça reste sur du volontariat des structures d'aide à domicile et sur du personnel qui parfois il est tournant et se renouvelle. Et aujourd'hui, voilà, c'est du partenariat qu'on fait, mais c'est une proposition quand leur avait été faite et où on a eu animé plusieurs fois des sessions de formation pour leurs intervenants, pour justement accompagner un peu plus le patient qui nous sollicitait pour avoir justement cette aide à domicile et qui parfois n'était pas adaptée. On avait des retours de patients qui disaient non, mais ça m'aide pas du tout. Voilà, Mm. c'est trop compliqué, elle n'a pas compris la personne, c'est pas ça que j'attends. Ou voilà. Mm. Mais il y a encore du travail à faire. J'imagine. Maëlle, sur l'activité physique, du coup? Alors, ça, sur l'activité physique, en fait, au niveau de l'activité physique, vu que nous, on rassemble pas mal de structures différentes, c'est un petit peu différent dans le sens où aujourd'hui, il y a déjà des associations qui sont spécialisées sur la partie vieillissement. Je pense notamment à l'EPGV, à Sport pour tous, à l'UFOLEP ou à Ciel Bleu, qui aujourd'hui font pratiquement que de la personne âgée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les liens, je leur laisse clairement à eux. Et si jamais il y a des problématiques particulières par rapport au vieillissement, c'est là où on va venir aider sur l'activité physique. Mais c'est rarement nous qui avons le premier contact, c'est plutôt eux au niveau des CCS, etc. Parfait. Par contre, effectivement, l'axe oncogériatrie, aujourd'hui, c'est plutôt nous qui nous en Oui. saisissons par les programmes de recherche parce que finalement, c'est pas dans une catégorie particulière. Et finalement, chacun se dit, bah, est-ce que j'y vais avec l'angle onco? Est-ce que j'y vais avec l'angle, je dirais, Mm. vieillissement? Et du coup, vu que personne n'a vraiment tranché, on fait le lien entre les deux. Parfait. Écoutez, on a dépassé de quelques minutes l'heure, donc on va pouvoir libérer tout le monde. Merci Maëlle, merci Claudie pour votre intervention qui était très très claire. Si vous le souhaitez re-regarder, ou en tout cas transmettre ce webinaire à votre entourage professionnel, n'hésitez pas, il sera disponible dans quelques jours du coup sur notre chaîne YouTube du Gérontopole Aura. Voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à suivre l'actualité du Gérontopole, et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.
Au revoir à tout le monde. Merci, au Merci revoir. à tous. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.